Et pour y mettre fin, et la décision et la solution était celle, n'est-ce pas, d'une scission, d'une séparation du Soudan en deux parties. Professeur, revenons sur notre pays. Il y a des gens qui disent que la RDC peut être balkanisée. Comme vous venez de parler de ce signe-là qui montre la balkanisation, est-ce que réellement un jour ça arrivera? Bon, ça peut toujours arriver pourvu que ces régularités historiques que je viens de vous donner se présentent. Et les questions se posaient, c'est est-ce que nous sommes en présence d'un système international qui favorise la naissance de nouveaux États? C'est d'habitude le système international bipolaire, et celui dans lequel on a deux grandes puissances. Okay? Et est-ce que nous sommes dans une phase de changement des systèmes internationaux pour penser que des nouveaux États peuvent naître lorsque le système international veut changer? Est-ce qu'il y a une organisation internationale qui veut qu'un État naisse de ce côté? Est-ce que la guerre vient de durer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour penser que c'est la balkanisation ou la sécession qui va être la solution? Est-ce que dans le parage de l'État congolais, il y a des États avec des velléités expansionnistes qui veulent donc augmenter leur espace vital? Et pour cela, de nouveaux États pourraient naître. Est-ce qu'il existe dans le parage et dans le voisinage de l'État congolais et des gens qui veulent, oui, répandre leur espace, mais aussi, est-ce qu'au Congo, il existe des gens disposés à renoncer à un morceau de leur territoire pour que d'autres puissent l'occuper à travers un nouvel État? C'est autant de questions auxquelles il faut répondre. Mais non. Et les points de vue des uns et des autres peuvent être partagés. Mais si quelqu'un essaie de jeter un coup d'œil sur ces différentes régularités, il se rend quand même compte que le système international que nous avons, c'est un système unipolaire. Hein, et le boss, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais c'est un système unipolaire déjà un peu mitigé, un peu avec des concurrents qui commencent à s'afficher, notamment la Russie qui se réveille. Et l'Union européenne qui devient de plus en plus indépendante par rapport aux États-Unis d'Amérique. S'il faut se résumer, hein, le système international actuel semble avoir trois grandes forces. La première, c'est les États-Unis d'Amérique, de toute évidence. Et la deuxième, c'est l'Union européenne. Et la troisième, ce sont les pays BRICS. Par BRICS, on attend Brésil, Russie, Inde, Brésil, Russia, India, China et South Africa. Donc ce sont ces pays-là qui constituent un bloc qui pourrait aussi se mettre à côté de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Et nous vivons encore l'unipolarisme américain, mais il est mitigé, il est dosé, il est tempéré par la présence de ces deux forces sur la scène internationale. Ce qui fait qu'on peut présumer que nous sommes dans une phase de passage, mais c'est un passage qui ne s'est pas encore consommé. Et alors, à cette condition, peut-être que de nouveaux États pourraient naître si jamais les deux autres camps réussissaient à mettre en discussion l'hégémonie américaine. Lorsque vous allez du côté des États qui ont l'intention d'élargir leur espace vital, et vous allez tomber sur le Rwanda, vous allez tomber sur l'Ouganda, mais attention, ici aussi, s'il est vrai que le Congo est déjà infiltré par le Rwanda, qu'il y a une série d'officiers rwandais qui seraient dans l'armée congolaise, quelle est la raison pour laquelle le Rwanda aurait encore besoin d'occuper de l'espace au Congo? On n'occupe pas ce qu'on occupe déjà. Et jusqu'à quel niveau il serait intéressant pour les Rwandais d'organiser une guerre de sécession lorsque ce sont eux qui seraient en train de manœuvrer dans la zone? La zone leur appartiendrait déjà. Quelle est la raison pour laquelle ils devraient organiser encore une sécession? Pour dire qu'ils sont déjà là? Mais bien sûr, ils sont là depuis trop longtemps, depuis 1996-97, ils sont là. Ils sont venus avec la guerre de libération de l'AFDL et ne sont jamais partis. Donc, ce n'est un secret pour personne. Et plus
toutes les rébellions pendant lesquelles on accusait clairement le gouvernement rwandais d'agresser la République démocratique du Congo. Allez compter les nombres de dignitaires de notre armée qui ont des origines douteuses qui viendraient de ce côté-là. Donc il n'y a pas beaucoup à discourir là-dessus. Il se fait que dans cette zone actuellement, dans cette zone des grands, deuxième hypothèse, que les nouveaux États naissent lorsqu'il y a un État qui veut élargir son espace vital, qui veut occuper le terrain. Et c'est une hypothèse qui pourrait être aussi pas prise trop en considération parce que le Rwanda est déjà là. On n'occupe pas ce qu'on a déjà. Et si vous prenez la troisième possibilité, donc des nouveaux États qui peuvent naître parce qu'il y a une population qui décide de se détacher d'un État précédent pour créer son État autonome. Moi, je ne vois pas un seul Congolais, les Baswahili, pour dire ok à un certain moment parce que ces Bangales et ces Baswahili ne s'attendent pas. Voici là où nous allons tracer la ligne. Cela n'existe pas aussi en République démocratique du Congo. Vous captez un peu ce que je veux dire. Et si vous prenez le cas du Soudan du Sud, il y avait d'une part des Noirs chrétiens, d'autre part des musulmans arabisés qui se battaient, qui se sont battus pendant trop longtemps. Et la ligne était traçable parce que les groupes qui s'affrontaient étaient identifiables. Si vous prenez le cas du Soudan du Sud, déjà à ce temps, il y avait le Nord qui était occupé par les communistes et le Sud qui était occupé par les capitalistes. Et ils se sont rencontrés au 38e parallèle et à partir de là, personne ne réussissait à déplacer personne. Donc ceux qui se battaient étaient identifiables. Ceux qui se battent ici sont-ils identifiables? Très difficile. On dit l'armée est infiltrée, on dit que ce sont des présumés ADF, parfois c'est la complicité de la MONUSCO qu'on décrit. Alors, dans ces conditions précises, cette hypothèse-là risquerait aussi de ne pas se vérifier pour la République démocratique du Congo. La question sur la balkanisation en RDC n'est pas à l'ordre du jour. Le système international n'est pas en train de changer. Et le système international n'est pas configuré de telle manière que de nouveaux États naissent. Il y a un État qui pourrait avoir des velléités expansionnistes, mais il a déjà conquis ce qui devrait être l'objet d'une sécession ou d'une balkanisation. Et il n'existe pas un peuple ici qui veut créer un État. Il n'existe pas une guerre dans laquelle on peut identifier deux. Je crois qu'il faudrait demander à tous les compatriotes de continuer à se souder comme ils sont en train de se souder contre les génocides qui se passent à Bine et contre l'unification de la balkanisation qui pourrait dévier notre attention vers d'autres questions alors que nous en avons une fondamentale à régler actuellement dans cette zone, c'est que les massacres finissent. Et alors, lorsque vous avez un problème, vous réussissez à les traiter beaucoup plus facilement que si vous en avez deux. Et lorsque nous sommes sur le point peut-être de traiter le problème du massacre, il faut nous en proposer un deuxième, de telle manière que nous soyons distraits. Parce que nous en avions un autre, c'était celui de l'Ebola. Donc on nous en ajoute un troisième, de telle manière que l'intelligence se disperse et qu'on n'ait pas la possibilité de réfléchir concrètement sur les problèmes.